0-6 ans, l'enfance de l'identité. Alors, il se fait que je ne suis pas particulièrement, comme vous pourriez le croire, spécialiste de cette question. En tout cas, pas de l'identité sexuée, par exemple, qui est un problème psychologique important, dont je ne parlerai pas. Mais j'imagine que si on m'invitait à faire cette conférence, c'est pour tenter de décrire les mécanismes fondamentaux, cognitifs et cérébraux, qui peuvent permettre d'expliquer la genèse de l'identité en général dans le développement humain et en l'occurrence chez l'enfant. Alors l'identité, c'est sans doute ce qu'il y a de plus essentiel en nous, et comme beaucoup de choses essentielles humaines, elle est fragile. Elle est fragile parce qu'elle peut disparaître, parfois brutalement. C'est le cas, par exemple, de la maladie d'Alzheimer, qui, comme l'illustre ce tableau, érode en quelque sorte l'identité pour finir par la dissoudre totalement. Il y a d'autres cas connus de troubles de l'identité, comme la schizophrénie. Je n'en parlerai pas parce qu'il y aura une conférence de ce cycle entièrement consacrée aux troubles de l'identité dans la schizophrénie. Et si elle est fragile, l'identité, c'est aussi parce qu'elle est le résultat d'une construction. Et comme un bâtiment ou une maison, elle est à la fois solide en apparence et fragile parce qu'elle est susceptible de se déconstruire, de s'écrouler, voire de connaître une modification de son plan de construction. Et c'est pourquoi il est très important, et ce sera le thème de cette première conférence, de connaître, de découvrir les mécanismes fondamentaux de la construction de l'identité pendant une période clé du développement de l'enfant, 0-6 ans. Le concept d'identité a une double définition qu'on peut trouver à peu près dans tous les dictionnaires, et cette double définition correspond à deux aspects complémentaires, symétriques, indissociables de l'identité, un peu comme le côté pile et le côté face d'une pièce de monnaie. Premier aspect, c'est le rapport que présentent entre eux deux ou plusieurs êtres qui ont une similitude. De ce point de vue, ils sont identiques. Donc ça, c'est le premier aspect fondamental de l'identité, la similitude avec les autres, notamment avec l'humain dans notre espèce, et ce en quoi on est identique, ce que doit découvrir le bébé et le jeune enfant. Et le deuxième aspect symétrique et complémentaire, c'est que l'identité, c'est aussi le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, c'est-à-dire un peu à l'inverse de l'aspect précédent. De ce point de vue, on est différent de tous les autres. Ce que je vais faire dans l'exposé qui suit, entre 0 à 6 ans, montrer que par ce double aspect de la construction d'identité, le jeune enfant doit en fait découvrir l'humain, c'est-à-dire son appartenance à l'espèce. La question de l'appartenance est fortement liée à l'identité. Ce sera le thème de la dernière conférence du cycle, une conférence d'ethnopsychiatrie qui portera précisément sur les rapports entre identité et appartenance. Donc découvrir qu'on est humain, qu'on fait partie du groupe humain, et en même temps, deuxième aspect, chaque enfant, petit garçon ou petite fille, devra découvrir qu'il est un humain tout à fait particulier et différent des autres. Alors, ce que vous voyez sur cette image, vous la connaissez peut-être, c'est la couverture que je vous conseille de lire de l'encyclopédie Gallimard qui vient d'être publiée sur l'humain du point de vue des origines de l'anatomie, de la psychologie et de la culture. Alors, pour comprendre cette genèse de l'identité, avec sa double définition, on verra trois étapes clés qui correspondent à des conduites psychologiques importantes. D'une part, l'imitation entre la naissance et 2 ans. Ensuite, la conscience de soi qui émerge de façon claire un peu avant 2 ans. Et enfin, la théorie de l'esprit qui est également un aspect fondamental de la construction de l'identité entre 2 et 6 ans. Alors pour tous ces points clés de la construction de l'identité, il y a de nombreuses recherches scientifiques, anciennes et récentes, auxquelles sont associés des noms de chercheurs, d'universités, auxquelles sont associées des références bibliographiques précises. Je ne les citerai pas s'agissant d'une conférence qui n'est pas destinée aux spécialistes, mais à un grand public. En revanche, vous trouverez toutes ces références dans le Que sais-je que j'ai publié aux Presses universitaires de France, ainsi que le détail d'un certain nombre d'expériences que je vous présenterai. Le premier point, l'imitation, construction de l'identité entre 0 et 2 ans. Alors, ce que vous voyez sur cette première image, c'est ce qu'on appelle l'imitation néonatale. Donc, il est important de savoir que juste après la naissance,
dans les premières heures, voire les premières minutes de vie, il existe déjà une forme de jeu, d'interaction sociale entre le bébé et l'adulte. Et, comme je l'indiquais en titre, cette interaction sociale à travers l'imitation, c'est le fondement de l'intersubjectivité. Par l'intersubjectivité, vous comprenez qu'on va aborder le premier aspect de la définition de l'imitation donnée tout à l'heure. C'est la toute première opportunité à travers l'imitation pour le bébé d'établir un lien fort et direct entre lui et les autres qu'il perçoit visuellement, comme ce bébé qui perçoit un adulte qui lui tire la langue, et équivalence donc entre les autres qu'il perçoit visuellement, et ses propres états internes, ce que le bébé ressent lorsqu'il imite le mouvement, c'est-à-dire lorsqu'à son tour, il tire la langue à l'adulte. Donc vous pouvez faire cette expérience très simplement avec un bébé dès la naissance, de manière à ce qu'il soit bien en face, il faut le disposer de manière à ce qu'il soit bien en face de vous, si vous lui tirez la langue quelquefois, de façon irrépressible, rapidement et en suivant bien le synchronisme, le rythme de votre protrusion de la langue, vous allez observer que le bébé va à son tour vous tirer la langue. Et en quelque sorte, ce qu'il faut comprendre, c'est que par cette conduite tout à fait élémentaire, initiale, donc l'imitation, par cette conduite, le bébé utilise une procédure pour découvrir l'humain, découvrir les équivalences initiales entre soi et l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bébé découvre que l'autre, ici l'adulte, vous voyez les images de face, a comme lui une langue qu'il peut tirer, a comme lui une bouche qu'il peut ouvrir et fermer, et a comme lui, dernière image à droite, des lèvres qu'il peut pousser, sans qu'il s'agisse de bisous pour ceux d'entre vous qui voudraient faire une interprétation trop romantique de cette image. Donc, ce ne sont pas des bisous, mais c'est néanmoins une imitation extrêmement fine, différenciée selon le modèle présenté par l'adulte. Si l'adulte tire la langue au bébé, ouvre et ferme la bouche sans tirer la langue, ou pousse simplement les lèvres en avant et les rétracte, dès la naissance, le bébé va s'inscrire dans un jeu d'imitation, établir ses équivalences initiales entre moi et l'autre, et élaborer avec l'adulte la toute première forme de communication, c'est-à-dire d'intersubjectivité. Alors, les données très récentes de neurosciences ont montré que dans notre cerveau, lorsque l'on imite, c'est la colonne de droite, en haut vous avez le cerveau, l'hémisphère droit, donc la vue gauche du cerveau, en bas la vue droite. Les deux cerveaux qui sont en colonne à droite, c'est ce qui se passe dans votre cerveau quand vous imitez quelqu'un qui fait un geste. Et les deux cerveaux qui sont à gauche, excusez-moi, c'est ce qui se passe quand vous imitez. Et les deux cerveaux qui sont dans la colonne de droite, c'est ce qui se passe quand vous êtes imité. Donc exactement la situation décrite précédemment entre le bébé et l'adulte. Alors l'analogie est frappante. Vous remarquez qu'il y a une similitude extrêmement forte entre les réseaux de neurones dans le cerveau humain qui s'activent lorsque l'on imite et ceux qui s'activent lorsque l'on est imité. Alors c'est un phénomène assez extraordinaire parce que dans un cas, on est passif lorsque l'on est imité et dans l'autre cas, on est actif lorsque l'on imite. Et ce phénomène s'explique par un mécanisme qu'on appelle aujourd'hui la résonance motrice. C'est-à-dire que notre cerveau est équipé, et dès le plus jeune âge, comme on l'a vu chez le bébé, pour entrer en résonance motrice avec l'autre, et la conduite qui en résulte, c'est cette imitation très précoce et qui peut perdurer, évidemment, tout au long de la vie. C'est aussi ce mécanisme, pas trop rapide, c'est aussi ce mécanisme de résonance motrice qui sous-tend une dimension fondamentale des relations humaines qui se développera par la suite et qu'on appelle l'empathie, c'est-à-dire la capacité à ressentir par empathie les sentiments d'autrui, les états mentaux d'autrui. Et ce n'est pas tout le mécanisme, mais une part essentielle de ce mécanisme d'empathie repose sur le phénomène cérébral que vous avez sous les yeux et qui est à la fois cognitif et psychologique, et donc sur ce phénomène de résonance motrice et d'imitation. Alors, ainsi que je vous le disais, l'imitation, c'est donc une procédure qu'utilise très tôt le bébé pour découvrir l'humain. Donc découvrir, du point de vue de la définition de l'identité, le premier aspect,
en quoi il est identique aux autres, en quoi il y a une similitude, une identité entre lui et les autres humains. Et à titre de contrôle expérimental, ce que vous observez sur cette diapo, c'est le cas de donc sur l'image de droite, le cas de la réaction du bébé face à un robot. Alors vous avez l'expérience qui est réitérée à gauche, le bébé face à un adulte qui lui tire la langue, et à droite, le bébé face à un robot. Et vous constatez que le bébé ne tire pas la langue au robot. Il a donc discriminé spécifiquement que l'imitation, c'est un moyen, une procédure pour rentrer en intersubjectivité, en communication avec un autre humain identique à lui. Donc on est dans le cadre de l'identité appartenance au groupe humain, mais face à un objet artificiel manufacturé, le robot, ce jeu d'imitation, alors vous imaginez que tout est contrôlé, donc le rythme de présentation du tirage de la langue est exactement le même. Rien n'y fait, le bébé ne tire pas la langue au robot alors qu'il la tire spontanément et dès la naissance à l'humain. Ce que vous voyez sur l'image centrale, les exemples précédents ayant été réalisés qu'un adulte, psychologue, expérimentateur, ça marche aussi évidemment dans la vie quotidienne entre bébés, ou entre bébé et enfant, où se passe continuellement ce processus d'intersubjectivité, de découverte de l'autre à travers les similitudes. Alors j'ai sciemment choisi des bébés de couleur de peau différentes pour cette image, puisque comme vous l'avez compris, il s'agit ici de la similitude qui fonde en général l'identité humaine. Et donc on a, avec ce premier exemple de l'imitation, le mécanisme premier de la construction, premier aspect de la définition de l'identité, de la construction des rapports que présentent entre deux ou plusieurs êtres qui ont une similitude, et c'est à travers ça, donc l'imitation, que le bébé découvre que de ce point de vue, il est identique aux autres. Le problème, c'est qu'on ne pourrait pas vivre en étant systématiquement dans le registre, comme ces bébés, de l'imitation irrépressible, dans le registre de la résonance motrice. Sinon, si c'était le cas, au lieu d'être calmement, ainsi comme vous l'êtes dans cet auditorium du Collège de la Cité, vous seriez en train de bouger les bras comme je le fais, de parler en même temps que moi, parce que vraisemblablement, dans votre cerveau s'active, comme vous l'avez vu tout à l'heure, toute une série de régions motrices et autres communes à celles qui s'activent chez moi lorsque je vous parle. Mais la différence entre vous et le bébé, c'est que dans les cas où l'imitation n'est pas utile, n'est pas pertinente, n'est pas adéquate, vous êtes capable d'inhiber l'action qui correspond au modèle imitable. Et donc, autre processus fondamental et qui va peu à peu nous amener vers le deuxième aspect de la définition de l'identité, c'est qu'on ne peut pas imiter tout le temps, ça sert parfois, ça sert beaucoup au début du développement pour découvrir l'humain, mais peu après, l'enfant devra découvrir que dans un certain nombre de cas, il faut inhiber ce phénomène de résonance motrice, et c'est là que va naître le processus fondamental, second aspect de la définition de l'identité, de distanciation par rapport à l'autre et de définition de sa propre identité personnelle. Là aussi, des mécanismes cérébraux connus sous-tendent ces fonctions qu'on appelle les fonctions exécutives, dont l'inhibition est la fonction cardinale. Fonction exécutive, c'est les fonctions par lesquelles on contrôle, on devient capable dans le développement de contrôler l'exécution de ses conduites. Au départ, le bébé imite de façon relativement automatique, par résonance motrice irrépressible, et après, dans certains cas, il devient, comme nous, capable d'inhiber cette imitation systématique et donc de contrôler l'exécution de ses conduites. Et ces fonctions exécutives, comme l'inhibition, sont sous-tendues par la partie avant du cerveau que vous avez sur cette image, le cortex préfrontal. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aujourd'hui, grâce aux techniques d'imagerie cérébrale, connaître le calendrier de la maturation des différentes régions du cerveau. Ce que vous voyez sur l'image qui vient d'apparaître, c'est une échelle de couleurs qui vous indique le degré de maturation des régions du cerveau. Et plus la couleur est bleue, rose-violette, plus la maturation est importante. Et donc vous constatez que cette partie avant du cerveau, le cortex préfrontal, est celle dont la maturation est la plus tardive et qu'elle se termine tout à fait à la fin du développement et qu'elle continue jusqu'à l'adolescence et l'âge adulte. Et là, le degré de maturation est indiqué par
la diminution de volume de matière grise, sachant que la maturation dans le cerveau humain se traduit par un élagage des connexions entre neurones qui correspond aux apprentissages cognitifs. Alors, vu autrement, ce calendrier de maturation est le suivant. C'est la mise en courbe de l'image précédente que je vous ai présentée. Il y a d'abord une phase où la courbe monte, c'est la multiplication de la matière grise, donc la multiplication des connexions entre neurones dans le cerveau. Il y en a énormément, il y en a beaucoup trop. Les apprentissages d'un enfant particulier, avec son identité particulière, dans une culture particulière, vont faire qu'il va y avoir une stabilisation de certaines connexions et une disparition des autres, ce qu'on appelle le darwinisme neural mental. Et à partir du moment où cet apprentissage se fait, donc qui est positif, mais qui est corrélé à une diminution de matière grise, la courbe va progressivement baisser. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on avait vu dans l'image suivante, c'est que selon les grandes régions du cerveau, donc selon les grands systèmes cognitifs et psychologiques, cette courbe de maturation se fait par vagues différentes et successives. Et la première vague que vous voyez là, ce sont les systèmes sensorimoteurs. Et la dernière que vous voyez là, qui démarre aussi très tôt, mais qui est décalée dans le temps, et qui va jusqu'à l'adolescence et l'âge adulte, c'est le cortex préfrontal. Or, par rapport aux deux exemples précédents, les systèmes sensorimoteurs, c'est typiquement l'imitation, donc le plus précoce. L'imitation, c'est ce qu'on appelle en termes sensoriels de l'intermodalité. C'est-à-dire que le bébé fait le lien entre deux modalités sensorielles différentes. La vision, il voit l'adulte qui lui tire la langue, et la kinesthésie, c'est-à-dire le mouvement, lorsque lui reproduit le mouvement de tirer la langue, c'est la kinesthésie, l'action, si vous voulez, ou l'aspect moteur, pour être plus général. Donc, cet appariement sensorimoteur peut se faire très tôt, précisément parce que, c'est la première courbe, les systèmes sensorimoteurs sont ceux dont la maturation est la plus précoce. Et ça fonctionne très fortement, comme on l'a vu, dans les 2 premières années de la vie. Mais peu à peu, va aussi se mettre en place la maturation du cortex préfrontal, qui, comme on l'a vu, sous-tend les fonctions exécutives et l'inhibition. Donc la capacité, par l'inhibition, de ne pas toujours imiter, d'inhiber l'action à imiter dans quelques cas, et peu à peu de construire ces différences entre soi et l'autre. Et entre les deux, la courbe que je n'ai pas citée est celle des systèmes cérébraux pariétaux et temporaux qui sont notamment impliqués dans la construction de l'espace et du langage. Après cet exemple de l'imitation, l'exemple que j'avais annoncé sur la conscience de soi, dont on va voir qu'elle émerge de façon claire un peu avant 2 ans. Alors la conscience de soi, elle renvoie, contrairement à l'imitation, au second aspect de la définition de l'identité, c'est-à-dire la découverte progressive du caractère permanent et fondamental de quelqu'un, découverte par lui-même, et découverte que de ce point de vue, il est différent de tous les autres. Cette illustration est une illustration de Jean-Michel Thiriet, illustrateur de Pour la science. Pour tester la conscience de soi en psychologie du développement, il y a une tâche très connue, très classique, qui s'appelle le test de la tâche. La tâche, c'est le petit rond rouge que le bébé a sur le front. Et il faut savoir que jusqu'à 2 ans environ, lorsque, à l'insu du bébé, vous dessinez une tache rouge ou d'une autre couleur sur son front et que vous le placez face à un miroir, il croit que dans le miroir, c'est un autre enfant. Donc, par exemple, ce qui illustre cette conduite, il ira, s'il souhaite effacer la tache, essayer de l'effacer sur le miroir, où il va pointer vers le miroir, comme si dans le miroir, il voyait un autre enfant et que ce n'est pas lui. Donc, il reste encore dans le registre, d'où la photo que je vous ai rappelée en dessous, dans le registre de la résonance avec l'autre, de l'interaction avec l'autre, de l'imitation de l'autre. Il n'a pas encore compris que, d'accord, il était identique à l'autre, mais qu'il y avait aussi lui qui était spécifique et différent. Et autour de 2 ans, un peu avant, de façon assez brusque, c'est ça aussi l'originalité de la psychologie du développement, c'est ces sauts dans l'émergence des conduites, de façon assez brusque, il comprend. C'est ce qui est sur la partie droite de l'illustration. Et immédiatement, le bébé essaye d'effacer ou de pointer la tache qu'il a sur son front. Donc ça, c'est un exemple très simple, très connu,
hein, le test de la tâche qui permet, à travers l'image spéculaire, c'est-à-dire à travers la reconnaissance de son image dans le miroir, de dire que de façon claire, le bébé commence à découvrir qu'il est différent de tous les autres et que lui, c'est lui. C'est aussi, comme je vous l'avais montré dans la première diapo, cette conduite qui s'est construite au cours des 2 premières années, qui disparaîtra, qui s'érodera progressivement dans le cas de maladies comme, par exemple, la maladie d'Alzheimer, où il y a une perte d'identité, une perte de reconnaissance dans le miroir, notamment. Après les exemples de l'imitation et de la conscience de soi, un peu avant 2 ans, le 3e exemple, qui va couvrir la dernière période, de 2 à 6 ans, est celui de la théorie de l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la théorie de l'esprit en psychologie du développement? Il y a bien sûr les théories de l'esprit des psychologues, des savants, qui sont les théories dites scientifiques. La théorie de l'esprit chez l'enfant, c'est une théorie naïve de l'esprit. Vous savez que les enfants sont des petits savants, ils élaborent des théories un peu sur tout, sur les êtres vivants, sur l'origine des enfants, et aussi ils apprennent à élaborer des théories sur l'esprit humain, sur le cerveau humain, ce qui se passe dans leur tête et dans celle des autres. Tout ce que je vous ai montré jusque-là, c'était les mécanismes fondamentaux de la construction d'identité, mais à travers les comportements. Imitation des comportements d'autrui. Observation de son image dans le miroir. Donc ça restait quelque chose d'extérieur. Entre 2 et 6 ans, même un peu plus tôt, comme je vous le montrerai dans des résultats plus récents, l'enfant commence à s'interroger sur ce qui se passe avant les comportements et au-delà du visage, c'est-à-dire dans sa tête et dans celle des autres, dans son esprit et dans son cerveau. La définition de la théorie de l'esprit, c'est donc la capacité qu'un enfant doit acquérir entre 0 et 6 ans d'élaborer une théorie sur ses propres pensées, ses propres croyances et ses propres désirs, mais aussi sur les pensées des autres, les croyances des autres et les désirs des autres. C'est l'étape nouvelle dans la construction de l'intersubjectivité, après l'intersubjectivité comportementale qu'on avait vue dans l'imitation chez le bébé. Et donc, l'enfant a un travail énorme à faire pendant cette période, qui est la période de l'école maternelle, parce qu'il doit réaliser une synthèse du point de vue mental entre les 2 aspects de la définition de l'identité donnée au début de la conférence. Il doit comprendre et se dire en quoi je suis identique à l'autre, c'est-à-dire en quoi moi et les autres enfants ou adultes, nous avons les uns et les autres des pensées, des croyances, des désirs, et en quoi moi en particulier, j'ai mes propres pensées, mes propres croyances et mes propres désirs. Et ça, c'est évidemment fondamental pour le reste de la vie. Et c'est à ce moment-là qu'on observe une conduite qu'avait fortement étudiée Jean Piaget, qui a été cité dans l'introduction, conduite d'égocentrisme enfantin. C'est-à-dire que l'enfant, au départ, commence à découvrir qu'il y a des pensées, des croyances et des désirs, mais considère que ces pensées, ces croyances et ces désirs sont ceux de tout le monde. Et égocentrisme qui, comme vous le constatez tous les jours en écoutant l'actualité, n'est évidemment pas que enfantin. Et que cet égocentrisme qui perdure est très vraisemblablement, qui a une origine enfantine bien sûr, mais qui n'est pas suffisamment inhibé, a vraisemblablement un lien intime avec les intolérances réciproques qui s'observent dans les divers communautarismes excessifs. J'en dirai pas plus sur ce sujet, car il y aura une conférence de sociologie sur identité et communautarisme. Ici aussi donc, à un autre niveau, l'importance de l'inhibition. Être capable, pour ne pas être égocentrique, non seulement de considérer que les uns et les autres ont des pensées, des croyances et des désirs, mais que dans certains cas, je dois inhiber mes propres pensées, mes propres croyances, mes propres désirs pour considérer ceux d'autrui. C'est ce qu'on appelle, en psychologie du développement et pour le reste de la vie, la coordination des perspectives. Alors là aussi, il y a des expériences qui ont été faites en psychologie de l'enfant et qui permettent de tester, vous voyez cet enfant-là, ce garçon au milieu d'un groupe, il sait que c'est lui, il se reconnaît dans le miroir, il est capable d'imiter tous les autres, il est aussi capable
de ne pas les imiter systématiquement, donc d'inhiber ces imitations irrépressibles, ce qu'il fait là. Et il est en train de réfléchir pour organiser ses conduites et ses émotions à ce que pensent les autres, ce que croient les autres, ce que désirent les autres. Et pour tester cette capacité, il y a une expérience très connue également, comme celle, le test de la tâche, qui est une expérience qu'on appelle d'inférence de fausses croyances. L'enfant est mis donc l'enfant qu'on va interroger, dont on va se demander s'il a construit ou non une théorie de l'esprit au sens préalablement défini, est mis face au petit spectacle, à la situation suivante. Vous voyez au fond deux placards, l'un bleu, l'autre rose, et au milieu un bonhomme avec un grand M sur le dos de son t-shirt parce qu'il s'appelle Maxi. Donc on explique à l'enfant qu'on va interroger que Maxi revient avec sa maman d'être allé faire des courses et qu'il range le chocolat, comme vous le voyez, dans le placard bleu. Après avoir rangé le chocolat dans le placard bleu, Maxi va jouer dans le jardin. C'est pourquoi vous voyez le Maxi au loin regardant le soleil. Et en l'absence de Maxi, sa maman va faire un gâteau au chocolat, va donc sortir le chocolat du placard bleu, l'utiliser, et après avoir fait le gâteau, va remettre le reste du chocolat, non pas dans le placard bleu, mais dans le placard rose, ce que vous voyez là. On dit ensuite à l'enfant que Maxi revient, et on pose à l'enfant la question suivante. Je vous laisse déjà regarder l'image. On pose à l'enfant la question suivante. Où Maxi va-t-il aller chercher le chocolat? Vous êtes tous capables de considérer que la bonne réponse est celle que donne la petite fille qui est à droite. S'il y a un 5 sur son dos, pour l'illustration, c'est parce qu'elle a 5 ans. Le petit garçon, s'il y a un 3 sur son dos, c'est parce qu'il a 3 ans. La petite fille de 5 ans va, comme les enfants plus âgés et nous adultes, répondre que Maxi va aller chercher le chocolat dans le placard bleu, alors qu'elle sait que sa pensée lui dit qu'il est dans le placard rose. Elle est donc capable d'inhiber le contenu de sa propre pensée, de sa propre croyance, pour activer celle de Maxi, donc celle de l'autre, qui effectivement doit toujours croire, erronément, fausse croyance, doit toujours croire que le chocolat se trouve dans le placard bleu. Et que donc la seule logique qui peut expliquer la conduite de Maxi, c'est effectivement qu'il aille chercher le chocolat dans le placard bleu. Si l'enfant est égocentrique au sens défini tout à l'heure, s'il est incapable d'inhiber, non plus une action comme on a vu pour l'imitation, mais d'inhiber sa propre fausse croyance, donc d'inhiber sa propre vraie croyance, son propre point de vue, pour activer la fausse croyance de l'autre. Donc s'il est incapable de faire cette coordination de perspective, ce qui est le cas jusqu'à l'âge de 4 ans dans le développement humain, il répondra Maxi va chercher le chocolat dans le placard rose. C'est-à-dire là où l'enfant que l'on interroge sait qu'il est, alors qu'il devrait répondre, non pas en fonction de ce qu'il sait, mais en fonction de ce qu'il sait de ce que l'autre ne sait pas. Ce qu'on appelle une méta-connaissance. Et ça, également, c'est fondamental. Vous voyez qu'on est passé à un niveau beaucoup plus complexe, néanmoins on est toujours chez des enfants d'école maternelle, de la construction de l'intersubjectivité. C'est plus seulement au niveau des actions qu'on imite, c'est au niveau des pensées, des croyances, des désirs. Et dans ce cas-là, à nouveau, le contrôle exécutif et l'inhibition jouent un rôle fondamental. Ça peut paraître négatif, l'inhibition, comme l'imitation. L'imitation, on a toujours dit, c'est pas intelligent. Imiter, c'est copier. On a vu que l'imitation, en fait, c'est très intelligent. Ça permet de communiquer socialement, de découvrir l'autre. L'inhibition, on a longtemps dit, c'est négatif, c'est pas très intelligent. Être inhibé, c'est l'inverse d'être éveillé, intelligent, d'être créatif. On voit ici que l'inhibition est un mécanisme fondamental, positif. C'est l'inhibition qui permet d'inhiber son propre point de vue pour considérer celui de l'autre et de créer une flexibilité constructive dans l'intersubjectivité. Et ça se construit pour des situations comme celle-là vers 4 ans. Et c'est ce qui fait qu'après 4 ans, l'enfant devient capable, selon les circonstances, de beaucoup mieux comprendre les actions, les réactions, les émotions des uns ou des autres et de s'adapter socialement. Alors,
on peut se dire, bon, il y a l'inhibition bien sûr, mais que c'est sans doute le langage qui joue un rôle important dans cette distanciation par rapport à l'autre et dans cette prise de perspective, puisque la mise en mots, en langage, permet justement d'étiqueter différents points de vue. Vous savez que le langage articulé émerge vers 2 ans et que là, on est précisément dans cette période de 6 ans où le langage et la symbolisation aident sans doute à la coordination des perspectives. Néanmoins, assez récemment, des psychologues américains ont découvert que les bébés, c'est-à-dire les enfants avant 2 ans, donc avant le langage, ne sont pas si naïfs qu'on le croyait du point de vue de cette théorie de l'esprit telle qu'elle a été définie. Et l'expérience que je vous présente a été réalisée chez des bébés de 15 mois au niveau visuel, donc non pas au niveau du langage, puisqu'ils ne possèdent pas encore le langage articulé. Et vous allez voir que c'est la transposition au niveau d'un test visuel de l'expérience de Maxi et le chocolat que je vous ai présenté précédemment. Donc on va voir si le bébé est déjà capable, entre 1 an et 2 ans, donc à 15 mois, d'inférer les fausses croyances d'autrui. Alors la situation est la suivante, vous êtes à la place du bébé, c'est-à-dire que tout ce que vous allez voir comme séquence, c'est ce que voit le bébé. Donc premièrement, vous voyez qu'il y a 2 boîtes, une boîte rose, une boîte bleue, qui correspond à l'idée au principe des 2 placards dans l'expérience précédente, et un jouet au milieu. Le bébé voit, donc d'abord le bébé voit la scène sans adulte. Deuxième étape, l'adulte entre, prend le jouet, et troisième étape, le dispose dans la boîte bleue, il le cache. Ça présuppose de la part du bébé la permanence de l'objet. C'est quelque chose qui est acquis depuis longtemps pour le bébé. Donc le bébé a bien une permanence et il conserve dans ce qu'on appelle sa mémoire de travail, la mémoire qu'il utilise ici et maintenant pour travailler, pour raisonner. Le bébé conserve la représentation de l'objet caché derrière l'écran bleu. Deuxième étape de la procédure, donc l'adulte s'en va, le bébé voit donc, à nouveau la situation, mais l'objet étant caché derrière la boîte bleue. L'adulte revient et de façon conforme à la croyance de l'adulte, donc à sa propre croyance, l'adulte va rechercher l'objet là où il est caché, c'est-à-dire dans la boîte bleue. Donc le bébé est habitué, familiarisé à voir cette séquence visuelle où l'adulte réalise une action sur un objet. À partir de cette action réalisée sur l'objet, l'adulte quitte la scène avec une croyance, c'est-à-dire que l'adulte sait et croit que l'objet est caché dans la boîte bleue et revient pour agir conformément à sa croyance mémorisée. Alors là, ce qui est intéressant, c'est la suite de l'expérience, c'est-à-dire qu'on présente au bébé 2 conditions expérimentales possibles. Dans la condition numérotée 3, vous voyez, c'est ce qu'indique la flèche jaune, qu'en l'absence de l'adulte, le bébé, c'est un dispositif mécanique qui va réaliser ça, le bébé va voir l'objet qui se déplace de la boîte bleue vers la boîte rose. Ce qu'indique la flèche jaune. Donc le bébé ne voit pas une flèche jaune, il voit de fait, c'est pour vous l'illustration, il voit de fait, ce que je ne suis pas parvenu à faire sur cette illustration, l'objet qui se déplace de la boîte bleue à la boîte rose. L'adulte revient, et dans ce cas-là, vous voyez que l'adulte va chercher l'objet derrière la boîte bleue. Donc, dans ce cas-là, l'adulte agit conformément à sa croyance propre, donc conformément à la croyance de l'adulte. Alors que le bébé, lui, sait, parce qu'il l'a vu, que l'objet n'est plus derrière la boîte bleue, mais qu'elle est derrière la boîte rose. Dans le 4e cas de figure, il se passe exactement la même chose en l'absence de l'adulte. L'objet va être déplacé mécaniquement sous les yeux du bébé, donc le bébé voit bien l'objet qui passe entre les 2 boîtes. Il va être déplacé de la boîte bleue à la boîte rose. Donc comme dans le cas de figure précédent, il sait que maintenant, à l'insu de l'adulte, l'objet était caché derrière la boîte rose, donc il sait, il croit, parce qu'il sait que l'objet est derrière la boîte rose, mais il sait aussi que l'adulte n'était pas là, et que l'adulte n'est pas censé le savoir. C'est ce qu'on appelle en psychologie du développement l'origine épistémique des savoirs, c'est-à-dire d'où vient ce que l'on sait.
Et là, l'origine épistémique ou épistémologique, si vous voulez, du savoir, c'est la vision, le fait d'avoir perçu ou non l'objet se déplaçant de la boîte bleue vers la boîte rose. C'est une incise, je prends sciemment ce terme épistémique ou épistémologique, un terme très général, abstrait, philosophique, pour vous dire qu'en psychologie de l'enfant, avec des petits dispositifs aussi simples que ça, c'est ça qu'on étudie. Comment se met en place l'épistémologie, qui après prendra des formes beaucoup plus abstraites en philosophie et en sciences, mais c'est ça qu'on étudie. Comment un enfant est un épistémologue en herbe, en culotte courte, où là il s'agit d'un bébé, comment il va commencer à raisonner sur l'origine des savoirs. Pour savoir où est l'objet derrière telle ou telle boîte, il faut tenir compte du fait que ce savoir dépend d'une capture visuelle d'informations et que selon les partenaires sociaux, cette capture peut exister ou pas. En l'occurrence, l'adulte n'a pas eu la capture visuelle du fait que l'objet était déplacé de la boîte bleue vers la boîte rose. Donc, dans cette séquence numéro 4, l'adulte revient et, comme vous le voyez, contrairement à ce qui se passe dans l'autre condition expérimentale, il va rechercher directement l'objet derrière la boîte rose. C'est donc conforme à la croyance du bébé. Le bébé sait que l'objet est derrière la boîte rose, mais ce n'est pas conforme à la croyance que devrait avoir l'adulte, c'est-à-dire l'adulte, lui, devrait toujours croire que l'objet est derrière la boîte bleue. Donc, cette dernière condition expérimentale était construite pour opérationnaliser une transgression du rapport entre croyance et action, entre pensée et action, une transgression de la théorie de l'esprit. Et pour voir si le bébé va être capable de réagir, d'être surpris ou non par cette transgression de la théorie de l'esprit. Donc, ce qui est montré dans cette expérience, c'est que dès l'âge de 15 mois, donc avant l'apparition du langage articulé, les bébés, au niveau de leur réaction visuelle, sont surpris, c'est-à-dire qu'ils regardent beaucoup plus longtemps la condition 4 que la condition 3. Ils regardent la condition 3. Et très rapidement, ils trouvent que c'est logique que l'adulte aille rechercher l'objet là où il l'a caché. Et quand un bébé, comme nous d'ailleurs, a analysé visuellement une situation logique, il passe très rapidement, il zappe à autre chose. Quand en revanche on distingue, c'est aussi vrai du bébé, quelque chose d'incongru par rapport à nos propres principes cognitifs, d'incongru dans une situation, on va la regarder plus longtemps parce qu'on essaye de comprendre ce qu'il y a de magique, ce qu'il y a d'impossible et pourquoi les choses se passent comme ça. C'est donc, comme dans beaucoup d'expériences sur le bébé, sur le nombre par exemple, une technique très utilisée en psychologie de l'enfant, la surprise, en l'occurrence la surprise visuelle, sachant que la surprise, c'est, un auteur a dit, c'est la chatouille de l'âme, c'est-à-dire qu'on chatouille l'âme, on chatouille nos connaissances quand on surprend quelqu'un, et si on est surpris, c'est qu'on est surpris par rapport au principe qu'on avait construit. Donc c'est le cas ici pour le bébé de 15 mois, qui est très surpris quand l'adulte a une action qui n'est pas conforme à sa croyance, donc à la croyance de l'adulte, alors qu'elle est tout à fait conforme à la croyance du bébé. Donc il y a déjà une décentration, il y a déjà une inhibition de l'égocentrisme, puisqu'il est capable, alors que lui sait que l'objet est derrière la boîte rose, il est capable d'inhiber sa propre croyance pour considérer que l'adulte devrait croire que l'objet est toujours là où il est, et que c'est donc surprenant qu'un adulte aille chercher un objet là où il est, mais où il ne devrait pas croire qu'il est. Ça va, je n'ai pas fait d'erreur. Donc, alors, ça soulève des tas de questions. Ça montre qu'en tout cas, très tôt n'est pas non plus durant la première année. On est quand même à 15 mois. Ce n'est pas comme pour les compétences numériques, par exemple, qui s'observent au niveau visuel beaucoup plus tôt, vers 4-5 mois. Mais c'est avant le langage. Il y a déjà une forme d'inhibition, puisque le bébé est capable d'inhiber sa propre croyance, mais il n'y a pas encore le langage articulé. Donc, il faut essayer d'intégrer ces connaissances dans le schéma général. Entre 2 et 6 ans se construit une forme de théorie de l'esprit qui a déjà des précurseurs avant l'apparition du langage, comme en atteste cette découverte récente. Donc, la théorie de l'esprit est fondamentale dans la découverte de l'humain, comme on vient de le voir, après la phase d'imitation et de conscience de soi par la reconnaissance dans le miroir. Et cela ressort également du fait que les enfants qui ont des troubles de la théorie de l'esprit sont notamment les enfants atteints d'autisme. Donc on sait que les enfants autistes ont des déficits qui peuvent être multiples, mais ont un fort déficit
en matière de théorie de l'esprit, corrélée avec les difficultés de communication sociale. Alors, ce que je voudrais simplement vous dire sur le cas de l'autisme, c'est cet exemple d'une étude de Jacqueline Nadel, je la cite parce que c'est elle qui est sur la photo, qui est donc un directeur de recherche au CNRS, qui a réalisé l'expérience suivante, qui est très intéressante parce qu'elle illustre à la fois le fait que l'autisme a un déficit de théorie de l'esprit et de communication sociale, et qu'en même temps, le stade précédent qu'on a vu ensemble, l'imitation, peut permettre chez eux une forme d'éducation à la découverte de l'humain et à la communication sociale. Elle se place, c'est ce que vous voyez sur la photo, avec l'autisme dans une pièce qui paraît tout à fait naturelle, mais qui ne l'est pas complètement. C'est-à-dire que le psychologue a prévu que dans la pièce, il y ait un grand nombre d'objets, de jouets divers, mais que tous soient en double. C'est ce que vous voyez par exemple sur le cas de ces deux poissons gonflables. Donc tous les objets sont en double. Il y avait un poisson gonflable bleu, mais il y avait aussi un poisson gonflable rose. Alors, l'autiste et l'adulte entrent dans la pièce. Donc, comme en général le font les autistes, l'autiste ne cherche absolument pas à entrer en communication sociale avec l'adulte. Il ne cherche pas le regard de l'adulte, au contraire, il l'évite. Et donc, il ne rentre pas dans ce jeu d'intersubjectivité décrit à la fois par le biais de l'imitation et par le biais des théories de l'esprit où on s'intéresse aux croyances, aux émotions, aux désirs de l'autre. Et à un moment donné, parce que les autistes, en revanche, aiment bien explorer les objets, manipuler les objets, sont parfois très méticuleux, à un moment donné, évidemment, l'autiste va prendre un objet et jouer avec l'objet. Dès ce moment-là, l'adulte, et c'est ça le rôle de ce que fait le psychologue dans ce cas-là, prend le même objet que l'autiste, quel qu'il soit, et imite ce que fait l'autiste. Donc, on va rechercher, parce que vous voyez que là, c'est un autiste assez grand, hein, c'est celui que vous devinez en arrière-plan, d'un enfant assez grand. Donc, on va rechercher ce registre initial de construction de l'intersubjectivité qu'est la procédure de l'imitation pour essayer de rentrer en contact avec l'autiste, puisqu'à l'âge qui est le sien, il n'utilise pas l'aspect plus élaboré qu'est la théorie de l'esprit qu'on a vu précédemment. Et donc, ce que Jacqueline Nadel a montré, et qui est magnifique, comme on voit sur cette photo, c'est qu'en imitant l'autiste, et le contrôle expérimental, c'est qu'elle ne regarde pas l'autiste. Elle n'essaye pas d'entrer en communication avec lui, parce que le problème, c'est que quand vous faites ça avec un autiste, il va vous fuir. Donc elle reste parfaitement neutre, le visage le plus neutre émotionnellement, simplement, elle imite l'action. Comme ce qui se passe entre un bébé et un adulte. Et vous observez ce qu'on voit sur cette photo qui est très jolie. À un moment donné, l'autiste qui se tourne vers elle et qui cherche le regard. Donc ce que vous voyez là, je vais essayer de bien le viser, c'est l'œil de l'autiste. C'est une conduite très rare. Pour ce type d'autisme, c'est une conduite très rare. Et donc, sans le regarder, sans essayer de forcer la communication en le prenant, en disant « regarde-moi » ou en essayant de communiquer, sans le regarder, avec une bonne connaissance des stades de la psychologie du développement, c'est-à-dire en exploitant la conduite initiale de construction de l'intersubjectivité qui est l'imitation, et en épousant la conduite de l'autiste, puisqu'en quelque sorte c'est lui qui choisit son jouet et qui commence à interagir avec lui, et en l'imitant, elle va repasser en quelque sorte par le stade initial de développement imitation et créer de la part de l'autiste une recherche de communication. Donc ça, c'est important pour la pédagogie, pour montrer que la bonne connaissance des étapes de la psychologie du développement peut, y compris dans le cas des pathologies, faire qu'on peut essayer, ce sont des tentatives, ce n'est pas miraculeux, on peut essayer d'éduquer ces enfants en difficulté en termes de construction de leur identité, à la fois sur le plan découverte de l'autre et sur le plan de leur identité personnelle. Il y a d'autres troubles de l'identité, comme évoqué tout à l'heure, comme la schizophrénie, mais qui est plus tardive et qui sera donc traitée par ailleurs. Alors, le cycle de conférences est donc en liaison avec l'exposition sur la biométrie, le corps identité, et je souhaitais donc parler pour conclure de ce qu'on appelle le corps transparent. C'est là la couverture que vous reconnaissez peut-être du numéro spécial de Pour la science de décembre 2005 sur le corps transparent. Donc l'identité, la biométrie, donc la mesure d'indicateurs biologiques, c'est aussi aujourd'hui l'imagerie cérébrale qui nous permet non seulement de mesurer les comportements, comme on l'a vu pour l'imitation, pour la théorie de l'esprit, qui même si c'est une entité mentale est quand même testée par des réactions comportementales, mais qui nous permet directement de mesurer cette
objet biologique qu'est le cerveau humain, qui est évidemment au centre de l'identité, dans le double sens qui était défini. Et du point de vue du cerveau, j'ai choisi qu'un exemple, qui est le cas extrême et qui correspond au premier aspect de la définition de l'identité. Donc je vous rappelle que c'est le rapport que présente entre eux deux ou plusieurs êtres qui ont une similitude, et de ce point de vue, ils sont identiques. Le cas extrême est évidemment dans l'espèce animale et humaine, celui des jumeaux. Et on peut s'interroger du point de vue de ce corps transparent et de cette biométrie possible qu'est l'imagerie cérébrale, s'ils se ressemblent ou non le cerveau des jumeaux. Et des études, donc ce ne sont pas les mêmes jumeaux qui ont grandi, comme vous l'avez constaté. Des études récentes également, basées sur le calcul de l'organisation de la matière grise, ont permis de montrer en imagerie cérébrale que des vrais jumeaux ou des faux jumeaux, c'est-à-dire des vrais jumeaux sont ceux qui ont exactement le même patrimoine génétique, des vrais jumeaux sont des jumeaux mais n'ont pas exactement le même patrimoine génétique. Ce que vous voyez sur ces cartes, c'est que plus c'est bleu, plus la corrélation est forte. Non, c'est ça, mais c'est une erreur dans l'échelle que je découvre avec vous. Je crois qu'il y a une représentante de la recherche qui est là. C'est une illustration issue de la recherche. Donc, bon, il y a une erreur dans l'échelle, mais vous comprenez le principe. Donc, plus c'est bleu... Ah, pardon. Non, c'est... Bon. J'inhibe ma perception erronée. Donc, l'illustration est correcte, pardon, la recherche. Donc, les vrais jumeaux à gauche, les faux jumeaux à droite. L'échelle est correcte. Donc, c'est l'inverse. Moins c'est bleu, moins la corrélation est forte. Plus c'est rose, plus la corrélation est forte. Et vous voyez donc que dans l'anatomie même, là, on n'est pas dans du fonctionnel, ce n'est pas comment le cerveau fonctionne, c'est comment il est construit. Dans l'anatomie même, génétiquement, donc le programme génétique qui va construire le cerveau humain, quand on est dans le cas de vrais jumeaux, qui ont donc une forte identité, même s'ils sont quand même différents comme on le sait, mais ils ont une forte identité, jusqu'à la construction du cerveau, donc jusqu'à la biométrie du cerveau, on constate que leur cerveau se ressemble fortement. Alors c'est important de comprendre ça parce que les visages se ressemblent bien sûr, comme vous le voyez. Et dans l'identité, il y a, comme on l'a vu précédemment, la reconnaissance du visage dans le miroir. Donc c'est important le visage. Il y a la perte de la reconnaissance du visage en cas de trouble de l'identité. Mais aujourd'hui, et c'est ça le corps transparent, on peut aussi, et ce sont les technologies contemporaines, avec l'imagerie cérébrale, aller au-delà du visage et voir en quoi les cerveaux sont différents ou identiques. J'en dirai non plus pas davantage car il y a une conférence qui est planifiée sur les cerveaux tous pareils, tous différents, c'est-à-dire que c'est comme le visage. Globalement, le cerveau, on a tous le même cerveau. On a les mêmes lobes, la même forme générale du cerveau, et c'est le cas des deux cerveaux que vous voyez là. Néanmoins, si on regarde plus finement, si on fait donc une métrie plus fine, une biométrie plus fine, et le cas extrême des jumeaux est révélateur, on peut constater qu'avec des corrélations d'indicateurs de distribution et d'organisation de la matière grise, mais des vrais jumeaux ont un cerveau beaucoup plus ressemblant que des faux jumeaux. Alors, cet exemple des jumeaux, je le prends à titre programmatique pour dire que dans les années à venir, en psychologie de l'enfant, l'imagerie cérébrale, qui est déjà utilisée pour beaucoup d'autres aspects que l'identité, va être essentielle aussi, avec les autres indicateurs, pour comprendre l'identité. On l'a déjà vu dans les deux exemples précédents. Vous avez vu que cette connaissance sur le cerveau nous permettait de découvrir ce phénomène de résonance motrice qui, compte tenu du calendrier de maturation des régions sensorimotrices, permet de comprendre que l'imitation soit aussi forte et prédominante dans la découverte de l'humain et de l'identité au début du développement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'imagerie cérébrale fonctionnelle, le cerveau qui fonctionne, c'est-à-dire qui est imité ou qui imite. De même pour l'inhibition. Après, le rôle de l'inhibition et des fonctions exécutives, c'est quelque chose que l'on peut observer par imagerie cérébrale fonctionnelle, quand le cerveau fonctionne, quand il inhibe ou qu'il n'inhibe pas. Mais il y a aussi, comme on vient de le voir, indépendamment de l'image, enfin à côté de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, l'imagerie cérébrale simplement anatomique, qui est tout aussi importante, et qui montre que sous contrôle génétique, se construisent, avec bien sûr une interaction capitale avec l'environnement, se construisent des cerveaux qui eux-mêmes, par leur organisation, ont une identité tout à fait particulière. Et donc l'imagerie cérébrale, de ce point de vue-là,
sera l'une des techniques avec le comportement à être utilisée en psychologie du développement de l'enfant. Donc, en conclusion de cette conférence, ce que j'ai essayé de dégager à travers ces exemples et ces analyses, et je pense que c'est vrai de 0 à 6 ans et que cela reste vrai après, il y a 2 processus fondamentaux qui sont constamment à l'œuvre dans le cerveau en développement, de façon synergique et complémentaire, mais ils vont dans des sens un peu opposés. D'une part, la résonance avec autrui, c'est l'imitation, c'est la simulation. Je vais peut-être oublier de prononcer le terme. La simulation, c'est typiquement dans le cadre des tâches de théorie de l'esprit. Il faut être capable de simuler le point de vue de l'autre tout en inhibant le sien pour être capable de dire que Maxi ira chercher le chocolat dans le placard bleu et pas dans le placard rose. Donc la simulation mentale du point de vue de l'autre, c'est l'équivalent de l'imitation de l'action, si vous voulez, mais au niveau mental. Donc il y a toute cette part de nous-mêmes et de notre identité, premier aspect de la définition, qui se construit par résonance avec autrui, en quoi on est identique aux autres ou différent, imitation, simulation, empathie. Et en même temps, pour le différent précisément, il y a cet autre processus qui est la prise de distance par rapport à autrui et ou l'inhibition de l'action ou des pensées pour les fausses croyances est le processus fondamental. Et c'est de ce double jeu interactif entre résonance, imitation, simulation et empathie et prise de distance par rapport à autrui, inhibition, que se fonde l'identité humaine entre 0 et 6 ans. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à lire le que sais-je que j'ai écrit au PUF qui s'appelle La psychologie de l'enfant. Je vous remercie.